Donc maintenant, je vais commencer avec la première étape de la respiration cellulaire. Donc la respiration cellulaire, c'est l'étape qu'on appelle la respiration cellulaire. Voilà. Maintenant, je vais parler de la première étape de la respiration cellulaire, qui est la glycolyse. Donc la glycolyse, j'aimerais vous rappeler qu'elle se fait dans le cytoplasme. Donc ça, c'est une étape qui se fait dans le cytoplasme. Et donc, un peu partout dans la cellule, tant que c'est dans le cytoplasme et que les enzymes sont disponibles. Maintenant, si on regarde tes molécules, ça, c'est toutes les molécules qui font partie de la glycolyse. Toutes ces étapes-là sont à apprendre par cœur pour ce cours. Donc, toute l'information que j'ajoute à ce schéma est à apprendre par cœur. Et votre objectif pour l'apprendre par cœur, c'est que si je vous donne cette feuille vide, puis quand je dis vide, je dis avec tout ce qui est indiqué ici en ce moment, donc vous n'avez pas besoin d'apprendre comment dessiner chacune des molécules. Mais si je vous donne cette feuille-ci, vous devriez être capable de le faire de mémoire, ce que je suis en train de faire en ce moment. C'est-à-dire que je vais aller à travers chacune des étapes et tout ce que j'ajoute sont à connaître par cœur et que vous avez besoin d'être capable de le refaire. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire ça? Bien, je vais vous donner sur le Classroom cette feuille-ci et vous pouvez pratiquer à la maison soit avec un tableau blanc ou vous pouvez toujours imprimer la feuille puis la mettre dans une pochette de plastique, c'est des petites pochettes de plastique transparentes, et utiliser un marqueur que tu peux effacer pour être capable de refaire, pratiquer jusqu'à temps que tu sois capable de le faire de mémoire. Je vous garantis que si vous n'êtes pas capable de le faire de mémoire, vous allez être probablement pas capable de faire la prochaine évaluation sommative parce que si tu ne connais pas les étapes de la glycolyse par cœur, tu ne peux pas faire l'évaluation sommative de façon efficace. C'est pas connaître à peu près, il faut vraiment que tu connaisses par cœur. Donc, j'essaie de mettre beaucoup d'emphase là-dessus parce que c'est vraiment important. Donc, j'ai mis ici les molécules qui font partie de la glycolyse. Remarquez qu'à chaque flèche, il y a une étape et chaque étape est catalysée par des enzymes. Rappelez-vous que les enzymes sont spécifiques à leur substrat. C'est-à-dire que tu as une enzyme 1 ici. Tu as une deuxième enzyme qui catalyse cette réaction. Tu as une troisième enzyme qui catalyse cette réaction. Une quatrième qui catalyse celle-ci. Une cinquième qui catalyse celle-là. Ici, c'est la même enzyme parce que c'est la même réaction. Ici, tu as une sixième enzyme, puis celle-là, elle est pareille parce que c'est la même réaction, c'est le même substrat. On va voir ça quand on va y arriver. Une septième enzyme, qui est la même ici parce que c'est la même réaction. Une huitième enzyme, même ici. Et une neuvième enzyme. Oh, je viens de réaliser qu'il manque une enzyme à quelque part. Puis peut-être je devrais la noter. Il manque l'enzyme qui brise la molécule en deux. Maintenant, je remarque. Donc, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. Oups, je fais plein d'erreurs en ce moment, clairement. Sixième, septième, huitième, neuvième. Encore une fois, même enzyme, donc septième, huitième, neuvième, dixième. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 10 enzymes qui catalysent la réaction qui est la glycolyse ou la série de réactions qui forment l'étape qu'on appelle la glycolyse qui se fait dans le cytoplasme. La glycolyse commence avec le glucose. Ici, j'ai dessiné le diagramme structural linéaire et j'ai juste indiqué les groupements OH qui étaient importants. Naturellement, il y a des groupements OH, il y en a un ici, il y en a un là, il y en a un là, puis il y en a un là. Même chose pour les autres ici, un là, un là, un là, un là. Le OH qui est ici, c'est celui-là qui apparaît ici. Donc, si je le dessine, ici j'ai un OH que je n'avais pas indiqué dans mon schéma initial, qui est le même OH que celui-ci. Et ça, c'est les OH qui sont importants. Si on commence le premier, celle-ci, c'est le glucose.
Donc, naturellement, j'aurai mon OH qui va vers le bas, mais ça, je ne l'ai pas indiqué. Okay? Mais disons que c'est le glucose et on sait que c'est du glucose, on sait à quoi ça ressemble du glucose rendu à ce point-ci. Le glucose va se faire phosphoryler. Ça veut dire qu'il va avoir une réaction de condensation qui va lier un groupement phosphate. Ici, c'est phosphate, c'est pas phosphore. Quand je fais ça, là, c'est ton PO4,3-. C'est ton groupement phosphate. Et il s'est fait phosphoryler. Pour se faire phosphoryler, il va augmenter en énergie potentielle pour pouvoir former cette liaison. Il doit donc prendre l'énergie qui provient d'une réaction qui lui est couplée, donc tu lui couples une réaction, qui, elle, va relâcher de l'énergie parce qu'elle est catabolique et exothermique, et va aussi relâcher un groupement phosphate. Et pour faire ça, tu as besoin d'une molécule d'ATP, qui est une molécule à haut potentiel énergétique, qui, elle, va devenir moins énergétique parce qu'elle va avoir perdu une liaison phosphate, l'ADP. Cette réaction va former une liaison, une molécule qu'on appelle le glucose 6-phosphate. Donc, si je donne l'acronyme, le glucose 6-phosphate, c'est la même chose que du G. J'essaie de faire un G qui ressemble à un G. 6P. Ça, c'est ton glucose 6-phosphate, puis on lui donne souvent l'acronyme G6P. Le glucose 6-phosphate va être réorganisé. Donc ici, il n'y a pas d'ajout d'un groupement phosphate, même si je vais en dessiner un. Si on regarde ici, le phosphate qui est ici, c'est le même phosphate que celui-là qui était là avant. Donc, c'est pas comme si j'ai ajouté un groupement phosphate. J'ai pas ajouté de groupement hydroxyde. J'ai juste fait une réorganisation de la molécule. La réorganisation de la molécule, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va juste rendre plus favorable le passage à cette prochaine étape. L'enzyme qui peut faire cette molécule ne peut pas utiliser celui-là comme substrat, et donc il doit avoir une première transformation. Ceci va réorganiser la molécule en une molécule qu'on appelle le fructose 6-phosphate. Maintenant, pourquoi le nom fructose 6-phosphate? Bien, si on regarde, ceci est du fructose. C'est un hexose, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il y a 6 carbones. Donc, ça serait ton fructose 6-phosphate, parce que si tu numérotes les carbones, ça va être le carbone qui est le carbone 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'où le nom 6-phosphate, parce que le phosphate est sur le 6e carbone. Puis dans le fond, le phosphate, il inclut l'oxygène. Si on regarde ici le glucose, c'était la même chose. C'est juste que 1, 2, 3, 4, 5, 6, le phosphate est sur le 6e carbone. Donc, voici pourquoi on appelle ça le glucose 6-phosphate, puis c'est le fructose 6-phosphate. Si on regarde ce qui se passe à la prochaine molécule, on avait le phosphate qui était sur le carbone numéro 6, mais on va avoir l'ajout d'un deuxième phosphate sur le carbone numéro 1. Donc, ici, tu vas avoir une phosphorylation qui va se faire, parce que tu as un OH qui devient un groupement phosphate, parce que tu as fait une réaction de condensation. À cause que il n'y a pas d'oxydation, tu as besoin d'utiliser de l'énergie et le phosphate qui vient de l'ATP, qui est une molécule à haut potentiel énergétique, qui va réagir pour devenir de l'ADP et relâcher un phosphate et relâcher de l'énergie. Donc, c'est couplé à cette réaction exothermique qui relâche un phosphate et de l'énergie pour donner de l'énergie potentielle à cette molécule en formant la liaison phosphate ici. La molécule, c'est quand même du fructose, parce que ça n'a pas changé le glucide. Donc, c'est quand même du fructose. Mais c'est du fructose qui a un phosphate sur le carbone 1 et sur le carbone 6, parce que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, maintenant, on va appeler ça du fructose 1,6 biphosphate. Des fois, on va voir que c'est écrit diphosphate, mais ça veut dire la même chose. Bi ou di veut dire 2. Les acronymes F6P pour fructose 6-phosphate et FBP, BP, pas BB, PB, BP pour le fructose
1,6-biphosphate. Quand tu as ton fructose 1,6-biphosphate, remarquez que de ton glucose initial jusqu'à ton fructose 1,6-biphosphate, tu as augmenté l'énergie potentielle de la molécule. Donc, si on regarde ici, ça augmente l'énergie potentielle. Et ici, de là à là, ça augmente l'énergie potentielle. Donc, de là à là, tu as augmenté de beaucoup l'énergie potentielle. Donc, si tu as ces augmentations d'énergie potentielle qui vont être importantes pour les prochaines étapes, tu veux que tes molécules soient plus haut en potentiel énergétique. Donc, de là à là, tu as une grande augmentation d'énergie potentielle. Et tu as eu cette grande augmentation d'énergie potentielle du fait que car 2 ATP ont été déphosphorylés. Tu as utilisé de l'énergie de 2 ATP pour rendre cette molécule-ci beaucoup plus haute en potentiel énergétique. Donc là, tu as utilisé 2 ATP. Ça, l'objectif de ça, c'est pour ensuite faire que tu peux relâcher cette énergie potentielle quand tu passes à la prochaine étape. Donc, si tu prends il va y avoir une enzyme, qui est l'enzyme numéro 4, qui va prendre le fructose 1,6-biphosphate et va la briser en deux. C'est-à-dire que si elle prend la molécule et elle la brise en deux, ça va donner ces 2 molécules-ci. Donc, elle va la briser en 2 parce que ton fructose a 6 carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si tu le brises en 2, ça va donner 2 molécules à 3 carbones. D'un côté, tu vas avoir le phosphodihydroxyacétone. Donc, ça, c'est le phosphodihydroxyacétone. Phosphodihydroxyacétone, qu'on appelle aussi le dihydroxyacétone phosphate, mais peut-être je ne vous demanderai pas de la prendre, cette molécule-ci. Et ça va aussi former l'autre molécule à 3 carbones. Donc, remarquez que ça a 1, 2, 3 carbones, puis lui a 1, 2, 3 carbones, qu'on appelle le glycéraldéhyde 3-phosphate. Glycéraldéhyde 3... En fait, ça devrait être tout en un mot, mais j'ai juste pas de place. 3-phosphate. Si on regarde notre phosphodihydroxyacétone, on l'appelle comme ça parce qu'on voit un groupement carbonyl qui est ici, mais qui a 2 carbones de chaque côté, puis ça, c'est le groupement cétone. Ici, c'est phosphoglycéraldéhyde parce que tu as un groupement carbonyl qui est un aldéhyde, et c'est pour ça qu'on donne leur nom. Si on regarde aussi le nom le phosphodihydroxyacétone. La raison pourquoi on ne donne pas de chiffre, c'est parce que le groupement phosphate est sur le carbone numéro 1. Ça, c'est le même groupement phosphate que celui-ci. Donc ça n'a pas changé. Ici, tu as le groupement phosphate qui était en position là, qui est maintenant placé ici. Donc là, maintenant, tu as un groupement phosphate, 2 groupements phosphate, un sur chaque molécule. Ce groupement phosphate ici, ce groupement phosphate-là, et tu as tes 3 carbones, puis tu as tes groupements hydroxydes qui venaient de ton fructose, que j'ai juste pas mis dans les diagrammes structurels linéaires ici. Le phosphodihydroxyacétone ne peut pas être utilisé. Il n'y a pas d'enzyme qui est converti à une prochaine étape. Il faut qu'il y ait une enzyme qui prenne le phosphodihydroxyacétone et qui le convertisse en phosphoglycéraldéhyde 3-phosphate. Donc, il faut qu'une enzyme, l'enzyme 5, convertisse le phosphodihydroxyacétone, qui ne peut pas être utilisé, en la même molécule que celui-ci, dont l'acronyme est G3P. Ça, c'est l'acronyme. Glycéraldéhyde 3-phosphate. On dit 3-phosphate parce que si on numérote les carbones ici,
le carbone numéro 1, c'est lui. 2, 3, donc le groupement phosphate est sur le carbone numéro 3. Donc, maintenant, on a maintenant 2 molécules identiques de glycéraldéhyde 3-phosphate grâce à cette enzyme. Si cette enzyme était non fonctionnelle, tu pourrais juste faire cette réaction avec une des 2 molécules. Ça, c'est à retenir. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand tu passes du glycéraldéhyde 3-phosphate à cette étape? Tu avais ton phosphate initialement. Ça, c'est le même phosphate que celui-ci. Même phosphate que celui-ci. Mais le groupement aldéhyde, qui est ici, qui est un carbonyle, va devenir un carboxyle auquel, donc ici, première étape, il devient un carboxyle. On sait que le passage de carbonyle à carboxyle, c'est une oxydation. Ça veut dire une perte d'électrons et une perte d'énergie. Cette perte d'électrons et d'énergie de la réaction d'oxydation va être couplée à une réaction de réduction. Donc ici, on va avoir une réduction où tu vas avoir une molécule à haut potentiel énergétique, à bas potentiel énergétique, le NADH, qui va être réduit en j'avais dit NADH, mais c'est NAD+, en NADH, parce qu'elle va avoir gagné 2 électrons, parce que c'est NADH, NAD+, plus H+, donc tu vois que c'est 2 charges positives. Pour que ça devienne neutre, il faut que tu gagnes 2 électrons, qui est une molécule à haut potentiel énergétique qui va être la forme réduite. Ça va être le réducteur, celui-ci, parce qu'il a gagné des électrons. Donc, la réaction d'oxydation du groupement carbonyle en carboxyle va transférer les électrons à cette réaction de réduction qui va réduire le NAD+ en NADH, ce qui va lui donner des électrons, mais va aussi lui donner plus d'énergie potentielle. Cette réaction d'oxydation, après avoir fait la réduction, va encore avoir de l'énergie de plus à donner. L'énergie de plus à donner va être donnée... peut-être on va juste enlever ça parce que j'ai juste pas envie de redessiner. Donc, elle va être couplée à une autre réaction qui va être une réaction de phosphorylation. Donc, ici, j'avais là mon NAD+. J'avais mon NAD+, plus H+, qui gagne des électrons et de l'énergie pour former du NADH, qui est à haut potentiel énergétique, grâce à l'oxydation de là à là, à cause du groupement qui était le fait qu'on a passé d'un carbonyle à un carboxyle, qui est une oxydation et qui relâche de l'énergie. Et tu vas aussi avoir l'ajout d'un groupement phosphate. Le phosphate ici, à cause que c'est une oxydation, le phosphate peut être pris de l'environnement parce qu'il va rester de l'énergie après avoir fait ton NADH et cette énergie supplémentaire va permettre de prendre un phosphate inorganique qui flotte dans le cytoplasme, donc pas attaché à une molécule d'ATP, et l'ajouter à la molécule, donc créer la liaison entre l'autre phosphate qui est ici. Donc, la même réaction se fait ici. C'est-à-dire, tout ce qui se fait là va aussi se faire ici, c'est juste que je n'ai pas envie de le dessiner 2 fois, mais peut-être je vais le faire juste pour que vous ne soyez pas mélangés au cas où. Donc, tu aurais du NAD+, plus du H+, qui lui va être réduit pour former du NADH, une molécule à haut potentiel énergétique. Ça va permettre de créer cette molécule à haut potentiel énergétique, ce réducteur à haut potentiel énergétique, mais va aussi permettre d'ajouter un phosphate inorganique sans l'ATP ou sans l'hydrolyse de l'ATP à cette molécule. Ça va former une molécule qu'on appelle le 1,3-biphosphoglycérate. Des fois, on appelle ça du 1,3-diphosphoglycérate. Ça veut dire la même chose. Donc ici, on a ton 1,3 biphosphoglycérate. L'acronyme BPG. Ça, c'est pas un C, c'est un G.
donc BPG. Ton 1,3-biphosphoglycérate a 2 groupements phosphates. On pose sur le carbone numéro 1 et le carbone numéro 3, tu as 2 phosphates, donc c'est pour ça 1,3-biphosphoglycérate. Le 1,3-biphosphoglycérate va perdre un phosphate. Donc, dans les deux cas, le groupement phosphate un groupement phosphate est perdu. Lequel? Bien, celui-ci. Remarquez qu'on part d'un groupement phosphate et qu'on le perd, il n'est plus là. Donc là, on a une réaction de déphosphorylation qui va se faire. Cette réaction de déphosphorylation va relâcher de l'énergie parce qu'on a brisé une liaison phosphate et va aussi permettre l'ajout du phosphate à une autre molécule. Ici, on va avoir de l'ADP qui va prendre le phosphate et l'énergie pour être régénéré en ATP qui a haut potentiel énergétique. Donc, la perte du groupement phosphate de cette réaction-ci, qui est une réaction d'hydrolyse et qui est une réaction catabolique, relâche de l'énergie potentielle qui est suffisante pour ajouter le groupement phosphate à de l'ADP pour faire de l'ATP. Même chose ici parce que c'est la même réaction. DP donne ATP qui est maintenant à haut potentiel énergétique. Ça fait que tu vas avoir une molécule, son nom, ça va être le 3-phosphoglycérate. 3-phosphoglycérate ou 3PG. Parce que remarquez que le phosphate qui reste est sur le carbone numéro 3. Celui-là qui est sur le carbone numéro 1 a disparu. Le 3-phosphoglycérate va encore se faire transformer. Où là, en fait, il ne va pas être transformé, il va être réorganisé ou réarrangé. Où là, le groupement hydroxyde et phosphate vont changer de place. Donc, remarquez qu'ici, tu avais un groupement hydroxyde ici phosphate, et maintenant tu as un hydroxyde ici et un phosphate là. Donc, il y a une réorganisation ou un réarrangement qui va se faire. Et ce réarrangement-là fait qu'il n'y a pas de changement au niveau du potentiel énergétique de chacune des molécules. Donc, ils ont le même potentiel énergétique. Donc, il n'y aura pas de réaction couplée. Ici, il n'y aura pas de réaction qui va être couplée parce qu'il n'y a pas d'oxydation, il n'y a pas de réduction, il n'y a pas de phosphorylation, il n'y a pas de déphosphorylation. Au niveau énergétique, c'est neutre. Donc ici, ça va former une molécule qui est celle-ci, juste pour ne pas mélanger avec toutes les choses que j'ai écrites, qui va être ton 2-phosphoglycérate, l'acronyme 2PG. Pourquoi 2-phosphoglycérate? Bien parce que le groupement phosphate a été placé sur le carbone numéro 1, 2 plutôt que le carbone 3 où il était avant. Donc ça, c'était ton carbone 3. Donc, c'est du 2-phosphoglycérate. La raison pourquoi ils ont fait un réarrangement, c'est parce que la prochaine enzyme a besoin, c'est la position des groupements phosphates à cet endroit-ci et du groupement hydroxyde à cet endroit-ci pour pouvoir faire cette prochaine étape. Lors de cette prochaine étape, si on compare ces deux molécules, on peut voir que tu as quand même ton groupement phosphate. Donc, le groupement phosphate, il n'était juste pas dessiné ici. Encore sur le carbone numéro 2. Donc, ton groupement phosphate est encore sur le carbone numéro 2. Mais ça va être quoi la différence? Bien, ça va être le fait que tu vas avoir une liaison, un groupement hydroxyde qui va avoir disparu. Donc, remarquez ceci. Tu as un OH ici et tu as un 2H là. Quand tu regardes la prochaine molécule, tu vois qu'il n'y a pas de OH et que, peut-être pas 2. Il n'y a pas de OH. Et, en fait, ici, il y a 2H et ici, il y a 1H. Okay? Donc, remarquez ça, OH, 2H, 1H. Le OH a disparu. Donc, si on enlève le OH, il reste CH et H2. Donc, ça, on peut les regarder ici. Bien, on voit le CH2, mais on ne voit pas le CH. Et ça, c'est parce que tu as eu un OH qui a disparu et un H qui a disparu. Et HOH, c'est de l'eau. Donc, ici, tu vas avoir une molécule d'eau qui va sortir. Cette molécule d'eau qui sort va permettre la formation de la liaison double qui est ici. Donc, tu vas avoir une
une certaine oxydation qui va se faire. Donc ici, ça va être ton réducteur qui va avoir été formé, ça va être ta molécule d'eau. Et ici, donc, ça va juste être une réaction de déshydratation. Donc, tu as une réaction de déshydratation qui va se faire. La réaction de déshydratation va ensuite permettre à la prochaine étape de se produire, où là, si on regarde bien entre les deux, on avait un groupement phosphate en position 2. Et maintenant, il n'y a plus de groupement phosphate. Il va y avoir maintenant une liaison double carbone-oxygène qui va se faire ici. Et ceci va relâcher de l'énergie qui va être couplée à la réaction de phosphorylation de l'ATP. Le phosphate a disparu. Et donc, tu vas avoir de l'ATP ou ADP qui va prendre le phosphate et l'énergie de la déphosphorylation pour former une molécule d'ATP à haut potentiel énergétique. Donc, ADP devient ATP parce qu'il a pris le phosphate et aussi pris l'énergie du fait d'enlever la liaison phosphate de cette réaction. Je viens de réaliser que j'ai oublié de nommer mes autres molécules. Donc, après déshydratation ici, cette molécule-ci va s'appeler le PEP, donc phosphoénol pyruvate, acronyme PEP. Et après que le PEP ait été déphosphorylé, donc cette étape-ci, ça va former le pyruvate. Ces molécules sont identiques, ces molécules sont identiques, ces molécules sont identiques, ces molécules sont identiques, et ainsi de suite. C'est-à-dire que si tu connais un des schémas, tu connais aussi l'autre. Parce que c'est les mêmes réactions en chaîne avec les mêmes produits. La seule différence ici, c'est qu'il ne faut pas oublier que quand le fructose 1,6-biphosphate est brisé en deux, ça ne va pas former deux molécules identiques initialement, mais une des molécules, le phosphodihydroxyacétone, va être convertie en l'autre molécule pour que ça se fasse deux fois. Maintenant, si on regarde le bilan énergétique de cette réaction. Donc, qu'est-ce qui arrive au niveau énergétique? Je vous ai dit que ici, tu as une augmentation de l'énergie potentielle. Mais si on regarde ici, tu as eu une réaction d'oxydation. Donc ici, tu as eu une oxydation qui s'est faite de là à là. Parce que tu as passé d'un groupement carbonyl à carboxyle, donc une oxydation. Ça perd de l'énergie potentielle. Donc, tu as eu une perte d'énergie potentielle ici. Ensuite, tu as eu une perte d'énergie potentielle là parce que tu as enlevé un groupement phosphate, donc perte d'énergie potentielle encore. Ici, pas de perte d'énergie potentielle parce que les deux ont la même quantité d'énergie potentielle. Par contre, tu as encore une oxydation qui se fait ici et là, donc encore une perte d'énergie potentielle. Donc, tu avais gagné initialement de l'énergie potentielle, mais de cette étape à celle-ci, tu as une perte d'énergie potentielle. Et la perte d'énergie potentielle a été capable de produire des molécules à haut potentiel énergétique. Tu n'as pas perdu l'énergie pour aller nulle part. Elle est allée dans le NADH, dans l'ATP ici, et dans l'ATP là, et dans ta molécule d'eau. Dans le fond, la molécule d'eau n'a pas vraiment d'importance au niveau énergétique. Par contre, ça va être ces molécules-là, NADH, ATP et ATP, qui vont gagner l'énergie potentielle qui a été accumulée dans les premières étapes. Donc, si on fait le bilan énergétique, c'est-à-dire si on regarde au niveau énergétique tous les gains d'énergie et les pertes d'énergie, donc, est-ce que le processus a gagné ou perdu de l'énergie? On va regarder ça. Donc, si on regarde les molécules à haut potentiel énergétique utilisées, donc, utilise une ATP ici, deux ATP là. Donc, deux ATP. La réaction totale produit deux NADH, une ici et une là, pour tout ce processus, et un ATP, deux ATP, trois ATP, quatre ATP, quatre ATP. Donc, net, si on prend l'ATP utilisé
et on l'enlève à l'ATP produit, il va rester 2 ATP nets qui ont été produits. Parce que 4 produits, 2 utilisés, tu en as 2 qui ont été produits de façon nette. Donc, tu as quand même produit 2 molécules à haut potentiel énergétique. Tu as produit 2 molécules phosphorylées à haut potentiel énergétique. Et tu as aussi produit 2 réducteurs à haut potentiel énergétique. Donc, la première étape, qui est la glycolyse, elle utilise un glucose pour pouvoir produire 2 réducteurs à haut potentiel énergétique, le NADH, et 2 molécules phosphorylées à haut potentiel énergétique, donc l'ATP, 2 ATP, et va aussi produire 2 pyruvates. L'ATP et le NADH, on va voir, il va être utilisé plus tard dans d'autres réactions qui vont nécessiter de l'énergie potentielle aussi pour pouvoir éventuellement produire plus d'énergie potentielle. Donc, ceux-là vont être utilisés à d'autres endroits et peuvent même être utilisés pour d'autres réactions biochimiques parce que maintenant, ces NADH et ATP, ils flottent dans le cytoplasme. Quand ils ont été créés, dès qu'ils ont été créés, ils commencent à flotter de façon aléatoire un peu partout. Donc, ce n'est pas nécessairement ceux-là qui vont être utilisés plus tard. Donc, s'il faut aussi que je donne un bilan au niveau de la réaction. La glycolyse, qu'est-ce qu'elle fait? La glycolyse, c'est une réaction qui utilise un glucose. Elle utilise 2 ATP pour pouvoir produire 2 pyruvates qui vont aller à la prochaine étape de la respiration cellulaire, plus 4 ATP, plus 2 NADH. Donc, par glucose, on produit effectivement 4 ATP, mais on en utilise 2. Donc ici, on peut peut-être enlever 2 et enlever 2 ici. Donc, ça donne 2 ATP. Donc, la glycolyse prend un glucose, produit 2 pyruvates, 2 ATP net, donc ça c'est net, et 2 NADH, qui sont toutes des molécules à haut potentiel énergétique et qui vont pouvoir faire d'autres réactions biochimiques. Et le pyruvate, lui, va passer à la prochaine étape. Donc, prochaine étape que l'on va voir dans un prochain vidéo.